Donc, je vais commencer par Madame Aminata Fall, autrice. Un ventre mou, un titre discutable, une couverture à revoir, une quatrième de couverture qui bazarde toute l'histoire et le pire, des erreurs lexicales. Car la critique littéraire est un examen à la loupe d'une production intellectuelle qui se doit d'être étincelante. Une belle histoire, une belle intrigue, une capacité d'imagination impressionnante, un sujet brûlant, des pages entraînantes, des émotions qui nous mettent en vrac, une écriture irrésistible, sobre ou luxuriante, peu importe, pourvu qu'il y ait l'ivresse des belles lettres. Sans cela, mes amis, sans cela, il ne servait à rien de lui prendre des heures précieuses au lecteur. Happez-le, étonnez-le, épatez-le. Sinon, n'écrivez point. Telle est la seule règle en écriture, ravir le lecteur. Et cela ne s'applique pas qu'aux seuls écrivains confirmés. Tout apprenti écrivain doit se le tenir pour dit. Vous n'aurez pas deux chances de faire une bonne première impression. Critiquez donc, pour aider l'écrivain en devenir, celui qui veut se polir avec une râpe qui fait mal, lui donner sa franche impression de la copie rendue. Car au fond, il s'apparente à l'apprenant qui s'est penché des heures sur son écrivain, sur son examen pour le réussir, attendant une bonne note de ses correcteurs. Qui écrit et publie se place automatiquement dans cette position fragile. Et de plus, le nombre de ses correcteurs peut dépasser tout ce qu'il imaginait. Des professionnels, des voix autorisées, mais aussi des personnes anonymes, disposant d'espaces libres dans les plateformes de vente en ligne. Ces critiques estampillées trompeusement avis, entre griffes, peuvent être redoutables. Elles forment un ensemble qui dégageront une note moyenne, un nombre d'étoiles généralement de 0 à 5, un aperçu favorable ou défavorable, à la disposition du premier curieux venu et qui va soit l'attirer, soit le détourner. Attention donc à la variété des lecteurs que vous aurez. Chacun peut maintenant s'autoriser à donner son avis sans avoir une quelconque formation littéraire, sa réceptivité étant un critère suffisant et le fait de l'avoir lu, son autorisation de critiquer. Doit-on déplorer cet état de fait ou s'en réjouir? Plutôt l'accepter en admettant, d'un, que le lecteur est omnipotent, quel que soit son statut, et de deux, que les critiques littéraires de profession sont rares et encore plus rares sous nos cieux. Un autre argument plaide l'élargissement du droit de critiquer. Il faut avoir eu quelque part une impulsion, si ce n'est une urgence, à écrire son ressenti sur le fond et la forme d'un texte donné, attestant d'une considération certaine pour son prochain. Je veux parler du lecteur à qui on envoie une invitation à lire lorsqu'on a aimé ou une invitation à s'améliorer à l'auteur lorsqu'on a souligné des insuffisances. Dans les deux cas, l'indifférence fatale est évitée. L'intention ne peut pas être foncièrement mauvaise dès l'instant que, de par sa critique, on contribue à faire connaître un auteur. Le plus régulier des lecteurs avec qui je converse, il est là d'ailleurs, M. François Hahnemann, est banquier de profession. Il prend le soin de faire une recension pour pratiquement chaque ouvrage lu et a l'amabilité de les partager avec moi. Il reste insatisfait de l'ouvrage, pourtant trié sur le volet, une fois sur deux. Il ne conseille que ceux qui passent sous sa férule experte, en esquivant tous les pièges de l'écriture. Disons que même ceux qui ne sont pas recommandés sont quelque part imprimés dans mon esprit
les noms de ces auteurs, les titres de leurs ouvrages, et un jour propice, il me plaira vérifier s'il ne s'est pas trompé. L'effet d'une critique négative peut paradoxalement être bénéfique, ce qui revient à dire que, de mon point de vue, toute critique littéraire est bonne à prendre. Le canal dédié est à diversifier. Billets dans les quotidiens, revues littéraires, émissions radio et télé, tournées, cafés littéraires, dans les centres culturels, dans les bibliothèques, dans les lycées et universités, la critique littéraire doit pouvoir s'épanouir, jouir d'une large diffusion, comme aujourd'hui, au sein de ce riche panel. Bien sûr, comme rappelé au début, critiquer un livre n'est pas simple. L'exercice demeure une production intellectuelle qui se doit de se situer au moins au même niveau de langue et d'acuité que l'auteur qu'on évalue et être la plus honnête possible. Ce n'est pas une affaire d'entre-soi où toute critique est difficile en raison de la proximité des comparants. Plus le cercle sera grand, plus le sens critique sera libéré, les déserts littéraires envahissant nos contrées, repeuplés de lecteurs libres de retranscrire ce qu'ils ont ressenti et capables, par une belle critique, de participer à la promotion nécessaire du livre. Point final, je vous remercie. J'espère que je suis dans les 10 minutes. Des lunettes posées sur un nez qui ne manque pas de flair. Là n'est pas le problème. Mais un homme chauve, pas une femme. Le critique littéraire n'est jamais une femme. On croit que c'est l'apanage de ces messieurs chauves ou à calvitie naissante. Et ces gens-là sont redoutés par les écrivains à cause de leur plume ou de leur langue acérée. La langue peut être mielleuse, ça étonne, ça charme, mais le plus souvent, elle est acérée. Et ça, c'est le type du critique littéraire tel qu'on le voit en Europe, tel qu'il existe vraiment en Europe. Cette image, rassurez-vous, elle est fausse. Liliane Castelot et André-Marie Diagne nous ont prouvé qu'il y avait des femmes qui étaient d'excellentes, de brillantes critiques littéraires. Mais moi, je voudrais mettre l'accent sur la pluralité des perspectives. Le prototype qui nous est présenté, qui nous a été présenté tout à l'heure par moi, cache une grande variété de possibilités. Et moi, je voudrais mettre l'accent sur une poche à laquelle personne ne s'intéresse. Personne d'autre que nous, les encadreurs de clubs littéraires. Ce sont les jeunes lecteurs, les enfants, les adolescents. Je parle de jeunes lecteurs. Le plus jeune lecteur lit au berceau, puisqu'il existe des livres pour bébés, des livres insubmersibles qu'on peut plonger dans l'eau, on peut patauger avec, mais les images sont là. Et je vais jusqu'à l'élève qui est en terminale, qui peut avoir 24 ans, mais bref, il est jeune. Ceci pour rappeler que ces gamins, à la suite de tous leurs professeurs qui sont forcément des critiques littéraires, bons ou mauvais, là n'est pas le problème, mais ils sont forcément des critiques littéraires. À la suite de leurs professeurs, ces élèves-là sont des critiques littéraires. Ils apprennent à faire des fiches. Oh là là, personne n'aime faire des fiches. Ça sert à quoi les fiches? Il y a une toute petite place, à peine 2 lignes, qui est réservée sur la fiche à « Vous avez aimé l'œuvre? Oui, non. » Mais il y a la question fatidique.
pourquoi. Parce que répondre, cocher oui ou non, c'est facile. Mais pourquoi vous avez aimé? Ou pourquoi vous n'avez pas aimé? Et pourquoi vous avez aimé à la fois et détesté à la fois? Et c'est là que les orfèvres, comme Fatima, savent percer la carapace et pousser les gamins à lire, à dire pourquoi ils ont aimé leur lecture et à écrire. Et quand ils écrivent, ils n'écrivent pas que des poèmes, ils n'écrivent pas que des romans, ils rédigent aussi leurs critiques littéraires parce que ces gamins, ils ont des espaces où ils peuvent s'exprimer. Ce sont les clubs, ce sont les journaux d'établissement, les journaux d'école, ce sont les radios, ce sont les télévisions d'école. Ces gamins-là, ce sont de vrais critiques littéraires. Je vous inviterai à aller voir ce que Astou Benchoup a tenté, et j'espère qu'elle ne va pas s'arrêter, sur la TFM, dans son émission L'Art, lire, apprendre, retenir. La première émission est passée avec mes élèves du lycée Thierno Saïdou Nourou Tall. Et là, j'avais une lectrice qui me dépassait de loin. Elle avait lu tout ce que je ne peux pas encore espérer pouvoir lire, parce qu'elle lit très vite. Nous avons des enfants qui sont capables de lire un livre de 400 pages en une journée. En une journée. Voilà. J'ai ma fille qui fait ça. Je lui dis, t'as pas lu? Et quand je parle de l'ouvrage, elle répond. Elle me donne même des détails qui m'ont échappé. Donc, cette petite, allez la trouver sur YouTube. Allez trouver toute la série et vous découvrirez combien ces enfants ont un potentiel. Et ce potentiel, j'aurais aimé qu'on le prenne en charge. Je parle là aux gens du métier, à vous, qui savez débusquer ces bêtes rares, qui sans prétention peuvent donner vie à une œuvre. Je vais m'arrêter là. J'avais beaucoup d'autres choses à dire, mais je peux passer le papier. Merci. D'autant plus que je sens les choses sérieuses. Si vous suivez bien mon regard, je vais faire comme mon cousin à plaisanterie Racine Senghor. J'ai inventé une histoire dans la calebasse où je le mets en scène. Vous vous rappelez avec le Philide, c'est lui qui faisait la leçon inaugurale. Alors dans mon histoire, j'ai dit, il parle, il dit, bon, on va aller à l'essentiel parce qu'il y a les choses sérieuses. Parce qu'il y avait les dames qui passaient avec leur à manger, à boire. Donc je vais essayer de faire la même chose. Hein. Donc on avait beaucoup de choses à dire, mais on va aller à l'essentiel. Pour dire que nous, quand on a reçu les thèmes de référence, quand on a reçu le thème, on a tout de suite assimilé le thème de votre panel à la pédagogie de l'intégration dans le système éducatif. On en a déduit que la critique littéraire représente à la littérature ce que l'évaluation est en pédagogie de l'intégration. Les enseignants savent ce que je dis, puisque de façon évaluer, c'est émettre un jugement sur la production d'un enfant, mais la critique littéraire également, c'est émettre un jugement sur un texte littéraire. Dans la pédagogie de l'intégration, l'évaluation est une démarche systématique plutôt, qui vise à déterminer le niveau atteint par un élève dans son apprentissage par rapport à une norme. Le mot est extrêmement important. Il y a la collecte, donc, il y a l'organisation, l'interprétation des données, etc. Ensuite, l'enseignement-apprentissage se fait de manière globale. C'est-à-dire qu'après un certain nombre d'enseignements-apprentissage, on fait une évaluation et ensuite ce qu'on appelle l'évaluation formative avant l'évaluation sommative. Nous avons pensé que la littérature et la critique littéraire devraient emprunter cette même approche qu'on retrouve justement dans la pédagogie de l'intégration.
La première démarche, je crois que quelqu'un l'a dit, c'est d'entrevoir la critique d'un texte littéraire dans une perspective transversale et disciplinaire. C'est-à-dire que, au-delà du champ littéraire, on pourrait convoquer l'histoire, la sociologie, la linguistique, etc. Le critique littéraire pourrait porter le boubou du metteur en scène, comme Pafaye, de l'historien, comme Alioune Diop, du sociologue, etc., etc. Alors, s'il n'a pas ces compétences, il pourrait justement permettre à d'autres spécialistes dans ces domaines-là que ces gens-là viennent éclairer cette perspective-là. Donc, nous allons donner un exemple pour illustrer cela. Conformément à aux travaux donc, de Gérard Genette, nous avons pris 3 de nos œuvres, personnellement. Nangué, l'As de la Renaissance, publié aux éditions donc L'Harmattan. Le professeur Alioune Badara Diané en a fait une perspective donc, littéraire. Babacar Fall de la FASTEF, perspective historique. Le docteur Amidou Baldé, dans un livre qui a été consacré à cette pièce-là, intitulé « Étude monographie d'un chef-d'œuvre théâtral », une perspective littéraire. Waliba, ici présent, une perspective donc littéraire. Si je prends le nid de la torture, notre maman, notre professeur, notre formatrice, dans sa préface, a utilisé donc la perspective donc littéraire. Mais Annie a analysé l'œuvre sous sa dimension socio-culturelle. Il y a une autre critique littéraire, c'est Alpha Keta Diamanka, le philosophe, qui a écrit un livre également sur ce texte-là. Il a dit la pensée, la dimension philosophique de la pensée, donc gorkodienne. Donc sur un seul ouvrage. Si je prends Sacré-Feu, une autre pièce de théâtre, c'est Pafaye, qui n'est pas là, qui l'a fait, sous un angle dramatique et scénique. Si je prends Scène en scène, le professeur Abdallah Eliman Khan, a entrevu l'ouvrage sous sa dimension donc, philosophique. Donc, quand il a ressorti l'éthique et la morale donc, dans l'œuvre. Alors, la deuxième démarche, pour moi, comme dans le cadre de la pédagogie de l'intégration, on en trouvera toujours la critique à la fin, c'est-à-dire quand le livre est sorti, mais nous avons dit il faut maintenant rompre avec cela. Pour donner à la critique toute sa dimension, il faut que, comme dans le cadre de la pédagogie de l'intégration, que la critique se fasse en amont, c'est-à-dire au moment de la fabrication de l'ouvrage, c'est-à-dire avant. Je vais illustrer cela. Je pense que si nous prenons un exemple concret avec les éditions Amnes Sofal, nous avons en chantier une anthologie qu'on a titrée 3 juin 2023, L'appel de Rabat pour un Sénégal de paix et de prospérité. Alors, on a fait d'abord la couverture. On a envoyé la maquette à une dizaine de critiques littéraires. On a envoyé la maquette à tous les auteurs de l'anthologie. Ils sont 41. Pour qu'en amont, ils critiquent cette couverture-là. Mais je vous assure que le retour qu'on en a eu nous a permis d'améliorer le produit. On est en train de poursuivre la même chose avec le texte. Le comité scientifique est en train de travailler. Moi, je suis pressé en tant qu'éditeur, mais on me dit non, ce texte-là, on va tout corriger. Donc, nous sommes donc dans l'attente. Je pense que si le texte est entrevu, la critique littéraire est faite à ce niveau-là, si moi, en tant qu'éditeur, j'implique le critique en amont, ça va me permettre de régler beaucoup de problèmes. Comme ça, quand le livre va sortir, on va moins en dire sur le plan des imperfections. Mais l'auteur également pourrait entrevoir la même démarche, c'est-à-dire soumettre son texte à ses proches, à des professeurs de langue, etc., etc. Ça permettrait de régler des problèmes. L'imprimeur pourrait soumettre le prêt à cliché avant même l'apparition donc de l'ouvrage. Mais même le libraire pourrait, dans son travail, impliquer un critique littéraire dans le choix des ouvrages. Donc moi, ce que je souhaiterais, qu'il y ait une pluralité d'analyse des textes littéraires, mais que la critique littéraire, au lieu qu'elle se fasse seulement à la fin, c'est-à-dire comme une évaluation sommative, qu'elle se fasse en amont. Et pourquoi je pense que les gens sont en train de faire un excellent travail. Il y a de jeunes maisons d'édition. Je voudrais donner l'exemple de Plume Édition. Nyokhor est là. Sohna est là. Encore qu'elle est ancienne, qui se battent, qui sont très ambitieuses, qui veulent véritablement faire un travail. Nous avons payé notre billet pour aller se former au Bénin. Et nous en sommes revenus
avec des capacités. On va expérimenter, Annie vous le dira, une nouvelle approche avec le livre audio pour enfants au niveau des éditions Mustapha. C'est pour dire que on va se battre pour ne pas abonder dans ce que quelqu'un a dit tout à l'heure. Merci beaucoup, Monsieur Idrissa Sow. Waliba. Alors, voilà, merci, Gorkoudjo. Merci, la doyenne Annie, voilà, et notre chère autrice. Je voudrais commencer par un mot plus ou moins taquin, en disant aux organisateurs du panel que par rapport au choix des écharpes, il me semble que vous n'avez pas respecté la pluralité des perspectives. Parce qu'il me semble que c'est uniforme, hein, voilà. Donc là, vous n'avez pas respecté la pluralité des perspectives. Alors cela dit, l'autre petit mot, c'est une question que je pose aux organisateurs. Je pense qu'en organisant ce panel, vous ne vous attendiez pas à foule. Parce que donc il y a des thématiques qui écartent d'office le grand public. Donc vous voyez, c'est clairsemé, c'est normal. Parce que aussi le thème est très rébarbatif. Voilà, il faut vraiment du courage pour y surfer, quoi. Alors cela dit, je vais essayer d'aller très vite. Et je suis heureux de parler avant mon grand maître Momodouba. Parce que là, je sais que tout ce que je vais dire, il va le balayer. Donc voilà, je suis vraiment heureux, j'ai la chance de parler avant lui. Alors, il y a une vieille maxime universellement connue qui dit que la critique littéraire, la critique est aisée, mais que l'art est difficile. Pour les besoins de cette activité d'échange, où un discours original est attendu de chacun et de tous, j'ai été tenté d'inverser ce célèbre propos. Ce qui m'amènerait, le cas échéant, à dire ceci. L'art est aisé, c'est la critique qui est difficile. En fait, il ne me semble pas aberrant d'envisager les choses sous cet angle, au sens où la critique est un discours supposé éclairant, qui vient se superposer à un existant. La parole critique est donc une parole qui cherche à exister sur du vivant, ce qui est loin d'être aisé si l'on sait que le discours critique doit interroger des niches de signification, des merveilles ou des failles, des sens et des non-sens enfouis dans le texte. Et s'il n'y arrive pas, il doit forcément interroger l'approche et procéder objectivement à sa propre remise en question. Et c'est partant de cette hypothèse que l'objet de notre rencontre me paraît plus qu'intéressant. Quand je m'engage à faire un travail de critique sur une œuvre littéraire, de façon consciente ou non, je nourris l'intention d'être original. Car j'ai conscience que ma responsabilité intellectuelle est d'établir sur le produit un discours pertinent, certes, mais surtout un discours analytique encore jamais entendu. Un discours fondé sur une approche qui a peu de chances de s'entendre ailleurs. C'est dire donc que même si le critique littéraire, en toute logique, prend appui sur des bases théoriques élaborées par un courant critique, il ne peut perdre de vue que son propos sur le produit doit faire autorité. Et pour faire autorité, il faut qu'il soit différent, d'une manière ou d'une autre. Je crois donc que je suis en bonne voie pour valider le bien fondé de la première partie de l'intitulé du débat. La critique littéraire, pluralité des perspectives. Je suis fondé à croire que la survie de la critique littéraire ne peut être ailleurs que dans la diversité des approches. Mais pour que cette diversité soit efficace, il faut nécessairement qu'elle soit bâtie sur le socle de l'originalité.
Je vais partir d'un exemple pour être plus précis. Quand 10 critiques littéraires abordent la condition humaine de Balzac, sous le prisme de la critique biographique développée par Sainte-Beuve, ils ne peuvent faire valoir leurs approches individuelles que si chacun d'eux délivre une révélation critique dans le sens de la relation entre l'œuvre et son auteur. Car c'est de cette manière seulement qu'ils arriveront, par le plus pur des hasards herméneutiques, à arracher à l'œuvre en question des réseaux de sens dignes d'être légués à la postérité. Inutile de préciser donc que, de toutes les façons, la pluralité des perspectives en matière de critique est un merveilleux facteur d'enrichissement des œuvres et des auteurs. Des œuvres parce qu'elles leur révèlent des valeurs ou des failles dont elles ne se savaient pas porteuses, et des auteurs parce qu'elles les promènent comme de simples touristes venus de loin sur des sites qu'ils ont eux-mêmes fondés. Par ailleurs, nous ne devrons jamais oublier que la quête d'originalité en matière de critique littéraire a presque toujours un coût. Un coût qui peut bien être en défaveur de l'agent critique. Un critique littéraire qui connaît bien son métier, s'il pense qu'il a raison par rapport à un travail précis, ne doit pas hésiter à nager à contre-courant et à se soustraire à toutes les tutelles critiques connues. Il doit négliger les risques encourus et rester fort devant les attaques pour sécuriser définitivement sa position. Sur une même œuvre, celle de Camara Laye, L'Enfant Noir, Mongo Betty et Senghor ont eu des positions diamétralement opposées et se sont laissés entraîner dans une mémorable guerre des mots. Chacun a eu ses pros et ses anti. Aujourd'hui, plus de 60 ans après, que retenons-nous de cette querelle? Une seule chose. Betty et Senghor ont tous les deux eu raison. Qu'en est-il maintenant de la place de la critique littéraire dans la chaîne du livre? Récemment, il m'a été donné d'entendre Abou Tchoubalo se plaindre auprès du célèbre animateur Sidat Thioune que si les résurrections qu'il a tentées ces dernières années n'ont pas abouti, c'est parce que des animateurs comme lui n'ont pas parlé des opus qu'il a sortis. Parce que Abou Tchoubalo était bien mort, artistiquement parlant. La même plainte pourrait légitimement être portée par tous les auteurs qui sortent à longueur d'année des livres qui meurent dans le plus triste anonymat. Un livre a besoin d'être jugé. C'est un impératif esthétique et éthique. Car ce que dit un livre, sa substantifique moelle, vous savez à qui je fais allusion, lui-même ne le sait pas, le livre lui-même ne le sait pas. L'auteur non plus ne sait pas. Le public ne sait pas, lui aussi. Même le critique littéraire ne le sait pas. Mais puisqu'il fait métier d'interpréter, le critique littéraire, d'analyser, il peut, par son aventure herméneutique, arriver à polariser les attentions autour du produit. Il faut donc qu'on fasse très attention, mes amis. La responsabilité du critique littéraire n'est pas forcément de faire aimer l'œuvre. Elle consiste essentiellement à susciter l'intérêt à son encontre. Il en est ainsi, même si le discours critique cherche à détruire l'œuvre ciblée, à la rejeter dans ce grand néant d'où elle vient. Toutes les grandes aventures littéraires ont été accompagnées par de prodigieuses initiatives critiques. Je signale que vous avez fini vos 9 minutes, je vous donne 1 minute 18 de quelqu'un ici. D'accord. Donc je disais que toutes les grandes aventures littéraires ont été accompagnées par de prodigieuses initiatives critiques, soit pour les soutenir ou pour les dénigrer. Pour s'en convaincre, il suffit de se demander ce que serait le nouveau roman sans Gérard Genette, Jean Ricardou et tant d'autres figures de proue du structuralisme. Ce que seraient les créations des poètes de la négritude sans Wole Soyinka, Jean-Baptiste Tati-Loutard et autres Stanislas Adotevi.
avec son fameux Négritude et Négrologue. Ce que serait la littérature africaine, de façon générale, sans les contributions bienveillantes de Jacques Chevrier, Georges Ngal, Liliane Kesselo, Lotia Matezo, Pius Ngandou Kachama. Avec votre permission, et je termine par là, je voudrais terminer donc en exprimant une inquiétude qui me semble tout à fait légitime. Je crois bien comprendre qu'en concevant l'intitulé de ce panel, Mme Diallo, les organisateurs pensaient prioritairement à la critique littéraire appliquée à la littérature sénégalaise. Je pense bien. Or donc, force est de reconnaître que l'activité critique est aujourd'hui en grande souffrance dans notre pays. Vraiment. La critique normative dédiée aux journalistes a encore une existence squelettique et s'exprime de façon plus ou moins approximative. Quant à la critique universitaire, elle n'existe presque pas pour notre littérature nationale. Et donc, tout compte fait, aujourd'hui, il est difficile de parler de la pluralité des perspectives et de la place de la critique dans la chaîne du livre sénégalais. Mais enfin, l'activité qui nous rassemble ici ce matin peut être un important point de départ pour réparer l'horloge et remettre les pendules à l'heure. Je vous remercie. Merci beaucoup. Puisque je parle le dernier, j'essaierai juste de jeter quelques remarques en vrac. Je pense que mon propos n'est pas cohérent. Pas cohérent, cohérent, mais je fais un plan que je vais suivre et je n'est pas exhaustif. Juste quelques remarques éparpillées. La première remarque concerne Wali, qui a parlé si gentiment de moi avant, qui m'a paralysé, mais c'était déjà prévu. Alors je ne savais même pas que j'allais vous trouver ici. J'avais prévu de dire que votre revue, expression artistique, expression littéraire, était le modèle, en tout cas pour moi, l'existence de la littérature au Sénégal, l'existence de la critique littéraire au Sénégal est un combat permanent. Et donc, votre revue était un modèle de ce qu'il fallait faire, de ce qui permettait d'avoir un public intéressé, d'élèves, d'étudiants, de professeurs, avec qui on met en relation avec le texte littéraire. Et je pense que l'expérience, c'est dommage que ça ne marche pas, parce que dans ce que je prévois de parler, pour qu'il y ait critique littéraire, il faut qu'il y ait des pages littéraires. Depuis 30 ans, moi, je n'ai jamais raté les pages littéraires du Monde, de Figaro et de Libération. Nous n'avons pas dans nos journaux de pages littéraires. Chaque semaine, il y a 6 pages, 8 pages dans chaque journal en France, le vendredi consacré à la littérature. Bon, nous ne l'avons pas. Il faut se battre pour le faire exister. Il faut des magazines littéraires. Adama Sow a été particulièrement impressionné quand elle a vu que j'avais toute la collection de magazines littéraires. Depuis près de 30 ans ou 40 ans, je lis ça. Bon, et ce n'est pas le seul. Il y a de très, très bons magazines, à part magazines littéraires. J'ai des problèmes de mémoire maintenant, là. Il y en a, mais nous, Élie a tenté, ça n'a pas marché. Il faudra... Donc, c'est un combat permanent. Voilà. C'était la remarque que je voulais faire sur faire exister un public, faire exister la littérature et la critique littéraire. Bon, mes remarques, j'en avais fait 4 dans l'ordre. La première, le critique littéraire, il est entre l'auteur, l'œuvre, et le lecteur et le public. La deuxième remarque, il doit se tenir à bonne distance. Si on est trop dans le texte, parfois, on ne rend pas compte comme il faut. Si on est trop loin aussi, ça pose problème. Il faut savoir trouver la bonne distance. Bon, je ne commente pas ça. La troisième remarque, c'est, à mon avis, un devoir de lumière. Il faut que le critique ait à cœur d'éclairer l'œuvre. Il y a 2 mots qui reviennent, c'est le mot explication et le mot commentaire. Si on interroge l'étymologie des grands profs, là, explication, déplier ce qui est. Il y a donc des choses qui sont là. Le commentaire, cum mens, accompagné par l'esprit. Ce sera d'ailleurs ma conclusion sur ce que doit faire le bon critique littéraire. Est-ce que le critique littéraire en général, même s'il a le droit de critiquer, qui béné amat, etc. Voilà, donc un devoir de lumière qui n'exclut pas un devoir de responsabilité, qui appelle même un devoir de responsabilité. J'appelle ça le devoir de responsabilité, le tact critique, le doigté
qu'il faut avoir pour pouvoir parler de l'œuvre avec... parce que vous avez vu des provocateurs comme des Nolo, des Zemmour, prennent un livre et qui jettent, comme Ardisson, ça vaut rien, ils jettent, des choses comme ça. Alors, je pense qu'il y a un certain tact quand on parle d'une œuvre, quelqu'un a mis des années à écrire un livre, bien, il faut en parler avec tact pour l'auteur, mais aussi tact par rapport à celui à qui on s'adresse. Voilà, alors, donc, le devoir de responsabilité, savoir parler avec tact, rigueur, doigté, justesse, et donc saisir, il me semble, saisir la vocation du texte et l'amplifier. Ma dernière remarque, donc, c'est par ça que j'ai commencé tout à l'heure, c'est il faut créer une zone critique. Faire de telle sorte que, dans les médias, combattre pour faire exister la critique littéraire ou artistique ou culturelle dans les médias. Ce n'est pas le premier souci. Ce qui les intéresse, c'est le sensationnel. Ce qui les intéresse, c'est la politique. Il faut forcer pour imposer la littérature et l'art, ce qui n'est pas facile. J'ai une anecdote là très importante. En 1961, quand est sortie l'aventure ambiguë, l'éditorial du journal Le Monde, qui est le journal politique et géopolitique par excellence mondial, l'éditorial, c'est sur l'aventure ambiguë. Hubert Beuve-Marie dit, il y a un livre qui est sorti, ça va être un livre historique événement. Et c'était l'aventure ambiguë. Tu imagines ici au Sénégal, on fait un premier titre sur un roman qui sort. Ça ne peut pas arriver. Bon, je veux dire quand même, bon, en France, là, les événements déterminants, souvent, sont des événements culturels. C'est rarement que ça soit des trucs politiques. C'est vraiment, vous voyez, ils te disent, tel jour, c'est le jour où Flaubert a fait ça. Ou bien tel jour, vous comprenez, il y a une mémoire culturelle très forte qui est là. Et peut-être que cette mémoire, c'est aux critiques littéraires et aux critiques qui sont dans la culture de le créer. Voilà, alors donc je termine, c'est ça ma conclusion. Ma conclusion, une belle phrase de Victor Hugo que nous tous connaissons par notre dissertation. Il dépend de toi que je sois tombe ou trésor. Donc tombe, on peut tuer un livre comme on peut le faire vivre. Alors je pense qu'on peut réfléchir sur ça. Les critiques littéraires doivent transformer les livres en trésors, il me semble. Hein. Et oui, c'est ma dernière remarque, hein, que c'est Charles Dubos qui dit que souvent la critique de journal s'apparente à la notice nécrologique ou au palmarès. Quand on ne parle, et c'est vrai, moi, à chaque fois que je vois à la télé un intellectuel ou un auteur, j'ai peur parce que je pense qu'il est mort. Et justement, il est mort. Jamais je n'ai vu montrer à la télé, en France, en tout cas, même en France, un intellectuel ou un grand auteur qui parle de la vie réelle ou de son œuvre. Chaque fois que je les vois au journal télévisé, c'est qu'ils sont morts. Je pense qu'il faut dépasser ça. Il faut parvenir à dépasser ça. Voilà, et je termine, c'est ça ma conclusion. Il y a un triangle, auteur, œuvre, et public, lecteur, et les trois, me semble, sont indissociables, ils sont ensemble. Chacun a besoin de l'autre pour vivre et pour avoir sa vérité. Et donc la collaboration s'impose. Merci. Merci beaucoup.